Donc le moi ici est le lieu d'une extériorité, d'une méconnaissance, d'une servitude. Et Lacan définit même à ce moment-là la cure analytique comme s'opposant à ça, à la domination à la fin du stade du miroir, dans son texte, page 100, que vous avez des écrits par exemple. Après avoir défini la servitude imaginaire, la psychanalyse, il montre bien que la servitude imaginaire va jusqu'au sentiment altruiste, c'est l'idée de servir, de rendre service à l'autre. Il montre l'agressivité qui sous-tend l'action du philanthrope, du pédagogue, du réformateur, etc. À l'inverse, que la psychanalyse accompagne le patient jusqu'à la limite extatique du tu es cela. Le tu es cela, ça répond au moi de Délégé de ça aussi, dont on parlait tout à l'heure. Tu es cela, c'est-à-dire la construction que le symbolique permet de cerner la jouissance du cela du sujet. Et qui suppose donc qu'on aille au-delà de la servitude imaginaire et de la relation agressive du moi à toi. Donc l'appui de Freud, de Lacan sur Freud, qu'on retrouve, se retrouve dans la question de la clinique de la psychose, c'est ce que j'ai laissé entendre dans l'ouverture. Et en particulier parce que déjà à l'époque, je vais vous lire un passage de la question préliminaire, donc 546, comment a été interprété, et ça permet de comprendre quelle place la psychanalyse peut faire à la psychose, à l'époque. Donc, quand Lacan écrit le traitement possible de la psychose, 58, les psychanalystes en sont réduits, il parle à ce moment-là des post-freudiens, pour définir le clivage minimal bien exigible entre la névrose et la psychose, à s'en remettre à la responsabilité d'un moi à l'endroit de la réalité. Donc voilà le critère qui, à l'époque, était pensé comme distinction névrose-psychose. Et dont la conséquence était qu'il n'y avait pas de pratique possible avec les psychotiques. C'est ce que Lacan rajoute d'ailleurs, il le fait noter, il le note aussitôt dans la page suivante. Madame McAlpine résume une position bien conforme au génie qui se déploie présent dans la psychanalyse. Les psychanalystes s'affirment en état de guérir la psychose, dans tous les cas où il ne s'agit pas d'une psychose. C'est-à-dire, la conséquence est en effet radicale, et la pratique avec les psychotiques est empêchée dans la mesure où on considère qu'ils n'ont pas le moi qui serait le garant de la réalité commune minimale. Et ça, il ne faut pas croire que ça a disparu complètement, puisque aujourd'hui encore, les choses sont examinées sous la modalité de dire il n'y a pas vraiment une psychanalyse possible avec les psychotiques, il faut inventer des pratiques diverses et variées, de psychothérapie plus ou moins adaptée dans la technique, etc. Comme si la question était une question de technique et non pas fondamentalement de savoir qu'est-ce que c'est que le sujet. Et le sujet, qu'il soit psychotique ou pas. Et d'autre part, cette position n'est pas freudienne non plus, parce que je vous rappelle quand même que le moi comme garant de la réalité, Freud l'a critiqué une autre fois de façon magistrale, c'est dans son article sur la perte de la réalité, en 1926, qui se termine sur le fait de dire c'est pas ce qui distingue la névrose et la psychose. Les névrosés et les psychotiques, du point de vue de la réalité, sont bien dans la même position, rien de vous savoir. Ce qui les distingue, c'est ce qui s'y substitue, soit le fantasme, soit le délire. Là, c'est vraiment impeccable, je trouve, comme logique, et qui nous montre bien une fois de plus qu'on ne peut pas prendre le moi comme garant de la réalité, puisqu'il est aussi bien aliéné dans les divers cas de la clinique. Alors, les conclusions que Lacan en tire, vous les connaissez à cette époque-là, sur cette question, si on a pris le moi du côté de l'image, c'est-à-dire du rapport de moi et de l'autre, c'est que dans la psychose, lorsque le nom du père ne fonctionne pas, l'image se retrouve en quelque sorte réduite à son tranchant mortel. Que ce soit la dimension de l'affrontement, de la rivalité dans la paranoïa, ou même plus, la perte même de la forme. Et Schreber vient donner consistance à ce moment-là bien entendu à cet exemple. Par exemple, évidemment je me suis trompé de page, mais je vais le retrouver quand même.
développer, mais vous avez ça dans le... Donc il y a, lorsque Lacan dans le séminaire 3 met l'accent sur la perte de l'unité de la forme, à propos du moment où Schreber voit les hommes bâclés à la 6-4-2. Les hommes bâclés à la 6-4-2, ça veut dire que l'unité même du corps, comme image qui donne la permanence de l'image de soi, est perdue, l'unité de la forme. Lacan insistera beaucoup jusqu'à la fin de son enseignement sur cette question de la bonne forme. Pourquoi nous sommes passionnés par l'image? Parce que nous avons un amour de la bonne forme, qui vient en quelque sorte voiler que le fait de l'humain n'est pas vraiment fait d'une bonne forme. C'est l'amour de la sphère, si vous voulez, qui voile que le sujet n'est pas sphérique du tout. Et on retrouve les diverses modalités de la perte de cette unité lorsque la fonction symbolique ne permet pas de dépasser l'affrontement imaginaire à un prime. Donc, dans les hommes bâclés à la 6-4-2, dans l'exemple du cadavre lépreux transportant un autre cadavre lépreux que nous avons à la page 68 des écrits, donc dans le traitement dans le préliminaire à tout traitement possible de la psychose, d'où le portrait fidèle que les voit, donneur de lui-même que d'un cadavre lépreux conduisant un autre cadavre lépreux. Il faut en convenir, l'identité qui s'est réduite à la confrontation à son double psychique, mais qui en outre, en battant la régression du sujet, non pas génétique mais topique au stade du miroir, pour autant que la relation à l'autre spéculaire s'y réduit à son tranchant mortel. Donc nous avons là un exemple radical dans le cas de Schreber. D'une part, les hommes bâclés à la 6-4-2 comme perte de l'unité de l'image, et d'autre part, plus radical encore, le cadavre lépreux transportant un cadavre lépreux, et il ne reste plus que le sujet comme il était déjà mort, c'est le point sur lequel Lacan insiste, et dans lequel il n'y a pas d'au-delà que permet la construction, l'au-delà de l'image que permet la construction symbolique. Je crois qu'on a donc là ici quelques conséquences, il me semble, très rigoureuses, que Lacan prend de l'étude du moi chez Freud, conséquences cliniques, conséquences pour la cure elle-même, puisqu'en effet c'est pas pareil de se repérer sur le moi comme garant de la réalité devant dominer le ça, ou de se repérer sur les avatars imaginaires du moi comme passion de l'image. Et la dimension passionnelle sur laquelle Lacan insiste me semble très importante. Elle explique pourquoi les hommes ont de tout temps tant aimé leur image et pourquoi l'atteinte à l'image est une problématique clinique extrêmement douloureuse. Je crois qu'on a donc là une logique, il me semble, qui porte à la fois sur la distinction clinique, comment ne pas se servir du repérage du moi comme garant de la réalité, comme repère dans notre clinique, c'est un faux repère. Je peux vous donner un dernier exemple. J'ai eu récemment un patient qui est un psychotique extrêmement, il faut bien le dire, très fou, et qui arrive à faire des crises qui l'obligent à aller faire quelques petits tours à l'hôpital. Et récemment, il se retrouve sur une crise hospitalisé en urgence avec un délire majeur. Et le médecin qui s'occupe de lui m'appelle en me disant oui, il a un plein délire, mais il a parlé de vous, donc on va savoir ce que vous en pensez, etc. On discute du cas, et en effet, on voyait bien la logique de son délire apparu. Et je demande au médecin, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le faire sortir bientôt? Et il me répond, nous ne pouvons pas le faire sortir, car il ne critique pas son délire. Ça, c'est le point très frappant, je trouve, du repérage d'une certaine psychiatrie aujourd'hui, qui a été sans doute formulé aussi dans les termes qu'on a vus tout à l'heure sur le rapport à la réalité, de supposer que le traitement des psychotiques consisterait à s'appuyer sur ce qui resterait du moi garant de la réalité pour qu'il critique la part folle du sujet. Pas du tout ce que fait Freud, puisque Freud, quand il commente Schreber, dit que c'est le délire lui-même qui est thérapeutique. Le délire comme tentative d'égalisation. Donc là, au contraire, c'était, puisque le sujet n'a pas un moi suffisamment construit pour dire, quand même je délire, je déconne là, hein, eh bien, on ne peut pas le laisser
sortir. Il a peut-être raison dans la pratique, hein, je ne critique pas la mesure pragmatique. Il essaie de montrer comment la position de Freud par rapport au moi et à la fonction du délire nous donne un repère, il me semble, beaucoup plus juste quant à la fonction du délire dans la psychose et dans la dimension thérapeutique, qu'il en est aussi. Voilà, on va faire encore beaucoup d'autres commentaires, mais on peut discuter avec tout ça.